Bonjour Fessal. Bonjour tout le monde. Parfait. Bonjour. Bon, tu as l'air de nous entendre. On te voit, on Euh, t'entend. Tu, tu peux essayer de partager ton écran avec ta présentation Parfait. Bon, ça fonctionne. Souvent comme ça. Ouais. OK. Donc, bienvenue à toi. Donc, tu connais la règle du jeu que je t'ai envoyée par email. Tu as 15 minutes de présentation. Donc, 15 minutes exactes, hein, pour qu'il y ait une équité entre les candidats. Et après quoi, on posera des questions pendant 10 minutes. Et après, D'accord. on va délibérer et tu auras les résultats à la Roi Def. Tu seras là à la conférence? Oui, 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 je Ok, serai là. bon, bah, c'est parfait. Donc, les résultats seront annoncés pendant la conférence Roi Def. Donc, il faut avoir un peu de patience pour savoir. Tu es lauréat. Ok, bah, écoute, il est 15 heures pile. Tu as exactement 15 minutes pour présenter. Ok. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité de pouvoir présenter mes travaux, donc intitulé Inventory Routing Problem, gestion des incertitudes liées à la demande et au temps de trajet. Donc, l'IRP, ou l'Inventory Routing Problem, est un problème opérationnel qui émane des Vendor Managed Inventory ou VMI. Donc, dans le VMI, qu'est-ce qu'on a? On a un fournisseur qui est chargé du réapprovisionnement d'un certain nombre de clients et aussi de gérer leur stock. Donc, cette manière de faire, elle est avantageuse pour les deux entités, car pour le fournisseur, il a une vision globale et donc il pourra mutualiser les transports et optimiser ses coûts. Dans l'autre sens, pour les clients, ils n'auront pas des ressources à mettre dans la tâche de gestion de stock. Donc, qu'est-ce que c'est l'IRP concrètement? Donc, ici, on a un exemple avec un fournisseur et 5 clients. Et donc, sur un horizon temporel d'un nombre de périodes H, euh, les clients, ils ont un stock initial, ils ont une demande et ils ont une capacité de stock. Et donc, au fournisseur de décider quel client servir à quelle période. Donc, une solution de l'IRP pourrait être comme telle. Dans la période 1, par exemple, on décide de servir le client 1, 2 et 5. Dans la deuxième, les clients 1, 3 et 4. Et dans la troisième, tous les clients à part le client 4. Donc, ce que je vous ai présenté est la version la plus basique de l'IRP. Maintenant, il existe plusieurs variantes qui sont liées aux différents paramètres de l'IRP. On peut retrouver des fenêtres de temps, la nature du produit, le nombre de produits, des temps de trajet time dependent, par exemple, un aspect multi-échelon, du transbordement, etc. De ces variantes-là ou de ces paramètres-là dépendent de données qui peuvent être vulnérables à l'incertitude. On peut retrouver comme source d'incertitude la demande, les temps de trajet, la quantité produite ou la quantité disponible à chaque période, etc. Dans cette thèse, on s'intéresse à la demande et au temps de trajet. Donc, l'incertitude de la demande et les temps de trajet. Donc, la présentation sera comme suit. Je vais présenter l'objectif de la thèse. Je vais me concentrer surtout sur la première partie, donc la gestion des incertitudes liées à la demande. On verra avec le temps si j'aborderai très brièvement quand même la deuxième partie pour vous donner un petit aperçu. Donc, pour présenter les objectifs de la thèse, je vais d'abord commencer par faire un petit tour de la littérature. Donc, au moment de la thèse, on avait identifié 47 travaux de recherche qui travaillaient sur l'incertitude des IRP. Et ce qu'on voit bien, c'est que la majorité, quand même, se concentre sur l'incertitude de la demande et les temps de trajet. Maintenant, si on va regarder comment cette incertitude elle a été abordée majoritairement avec des approches a priori qui sont des méthodes en fait, d'optimisation stochastique ou de l'optimisation robuste. Alors qu'il y a un seul papier qui gère cette incertitude-là en utilisant de la réoptimisation, donc une approche a posteriori. Donc, on repart de cette littérature avec cette question-là. Est-ce qu'il existe d'autres façons de prendre en compte l'incertitude liée et à la demande et au temps de trajet de manière réaliste et efficace ou, voilà.
Donc, on propose, en ce qui concerne l'incertitude liée à la demande, une approche a posteriori, donc de réoptimisation, mais qui est différente de celle qui est dans la littérature parce qu'on introduit des métriques de stabilité pour contrôler les solutions que peut proposer. Donc, les approches a posteriori de réoptimisation sont notoirement connues pour être inefficaces pour des problèmes de transport, mais l'IRP n'étant pas seulement un problème de transport et ayant cette multipériodicité, l'aspect stock, ça permet peut-être de voir que la réoptimisation est valable pour ce genre de problème. En ce qui concerne l'incertitude liée au trajet, on l'approche avec une approche a priori mais déterministe en considérant les temps de trajet comme time dependent. Parce qu'on juge que les incertitudes liées au temps de trajet sont majoritairement prévisibles. Bien sûr, pas tous, mais voilà, on pourra en discuter après sur ce point. Donc, en ce qui concerne la gestion des incertitudes, on a parlé de réoptimisation. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, disons qu'on a un problème, on a une solution planifiée pour ce problème-là. On a à un moment donné un événement qui se produit, donc on réoptimise à partir de ce moment-là tout ce qui va après. Un deuxième événement, on fait la même chose. Un troisième événement, on refait exactement la même chose. Donc, si on revient à notre exemple que je vous ai présenté tout à l'heure de l'IRP, on regarde par exemple ici un exemple où on a un événement qui se produit entre la période 1 et la période 2, donc au début de la période 2, et on regarde que la solution change, et elle peut changer drastiquement. Par exemple, dans la période 2, par exemple, on regarde qu'on visitait les clients 1, 2, 4 et 3. Maintenant, on ne visite que les clients 3 et 4. Et dans la troisième période, maintenant, on visite les clients 1, 2 et 4 au lieu de les clients 1, 2, 5 et 3. Donc, comment maintenant on peut évaluer cette différence entre la solution qu'on a initialement planifiée et la solution qu'on va vraiment faire à la fin? C'est là où la robustesse peut être une réponse à ça. Donc, pardon, la stabilité, excusez-moi. Donc, une solution stable est définie comme une solution qui dévie le moins possible de la solution originale. C'est une définition quand même assez large, donc il faut bien la mettre en contexte pour l'IRP. Donc, comment est-ce qu'on l'a défini pour l'IRP? On est allé regarder un peu ce qui se passe dans la littérature de soit sous-problèmes comme les problèmes de transport et de gestion de stock ou des problèmes similaires de séquencement comme les problèmes d'ordonnement. Donc, on en ressort avec un panel de métriques de stabilité. Je vais vous présenter trois exemples, la préservation de la séquence, la déviation de la visite et la déviation de la quantité. Par exemple, si on revient vers l'exemple encore et à la période 3, on voit ici que, en ce qui concerne la préservation de la séquence, par exemple, on a trois violations qui émanent du fait qu'on ne prend plus l'arc de 5, 5, 3 et l'arc 3 pour le fournisseur ou des. Pour les déviations de la visite, c'est la même chose. On a trois déviations aussi. Par exemple, le client 5 et 3, on les visitait dans la solution initiale, alors que dans la solution réoptimisée, on ne les visite plus, alors que pour le client 4, on ne le visitait pas et maintenant on le visite. Pour la déviation de quantité, je vous éviterai le calcul, mais voilà. Il faudra me croire sur parole que c'est 166 déviations des unités. Donc, maintenant que je vous ai présenté ces métriques, on a essayé d'aller les comparer pour voir est-ce qu'il y en a une qui domine l'autre ou pas. Et de les comparer aussi avec le coût ensuite. Donc, prenons par exemple F et G qui sont des métriques de stabilité. Donc, pour toutes les instances du problème, on va résoudre la solution, on va essayer de trouver la solution optimale de la métrique de stabilité. Ensuite, pour chaque métrique de stabilité, on essaye aussi de retrouver l'optimal en fonction de l'autre métrique de stabilité. Donc, par exemple, pour Fx et Gx, on va essayer de trouver la meilleure solution de F lorsque G est à son optimal et vice-versa. Ainsi, on peut déduire qu'une fonction, une métrique de stabilité
domine l'autre si, par exemple, ici on dit que G domine F, si on arrive à retrouver l'optimal de F, même en imposant l'optimal de G. Voilà. Donc, dans cette étude comparative, ce qu'on va avoir pour chaque instance, on va avoir cette matrice-là, où dans les diagonales, c'est les valeurs optimales pour chaque métrique. Et puis, par exemple, si on prend juste la colonne de préservation de la séquence, PS étoile C étoile, ce sera la préservation de la séquence optimale lorsque le coût est à sa valeur optimale. Donc, en allant regarder les résultats, on a fait des tests sur 3000 instances de la littérature de l'IRP avec des événements assez drastiques où la demande peut doubler, peut aller jusqu'à zéro, et donc change drastiquement. Voilà. On peut regarder on va décomposer ces résultats de deux manières. Donc, la comparaison deux par deux. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de dominance stricte en réalité entre les métriques, mais on a des équivalences. Donc, cette équivalence, elle est de manière assez significative. Par exemple, on voit bien qu'on a 95% sur 95% des instances, pardon, en retrouvant la valeur optimale de la préservation de la séquence, on pourra retrouver la valeur optimale de la déviation des visites. Et ça descend à 89 pour les quantités et pour la déviation des quantités et des visites. Donc, ce que cela nous dit déjà, c'est que optimiser une métrique, c'est pas vraiment optimiser l'autre, mais ça ne nous empêche pas de retrouver l'optimal de l'autre métrique. Donc, pour la deuxième partie, ce qu'on voit, c'est que avec le coût, l'histoire est différente. Même si, en réalité, on est agréablement surpris parce qu'on voit que, par exemple, pour la préservation de la séquence, sur plus de 30% des instances, on arrive quand même à retrouver le coût optimal tout en préservant, tout en ayant la préservation de la séquence optimale. Maintenant, si on va regarder les instances où ces deux métriques divergent, donc coût et métrique de stabilité, ce qu'on remarque, c'est que dans la majorité des cas, on dévie très peu de la solution optimale. Donc, si on prend juste par exemple la première colonne, là, ce qu'on voit, c'est que pour la préservation de la séquence, 37% des instances sont entre un gap de 0 et 2,5 et ça monte jusqu'à 47% pour ce qui est les déviations des quantités. Et si on regarde sur l'ensemble des instances, on voit que sur 85% des instances qu'on a résolues, on a un écart qui est inférieur à 10% voilà, du coût optimal. Donc, je vais passer pour la gestion des incertitudes liées au temps de trajet. Donc, comme j'ai dit, on considère que les incertitudes liées au temps de trajet sont majoritairement prévisibles. Donc, qu'est-ce que c'est un TDIRP par rapport à un IRP? Voilà, on a dans un IRP, les temps de trajet sont constants sur toute la période, alors que pour les TDIRP, ils dépendent du temps de départ. Donc, les problématiques qu'on a pu avoir en s'intéressant à ce problème-là, c'est qu'on a dans la littérature accès majoritairement à des fonctions qui sont constantes par palier, celle qui est à gauche. Cependant, ces fonctions-là ne satisfont pas la propriété FIFO et donc il faut les transformer en des fonctions qui vont satisfaire cette propriété-là. La transformation, elle est faite d'une certaine manière et on peut avoir des fonctions comme celle de droite qui sont linéaires par palier. Le problème de ces fonctions-là, c'est que si on fait une discrétisation naturelle selon la granularité de la fonction elle-même, ben, on va avoir un nombre très important de variables et ça devient très compliqué à résoudre. Donc, on propose pour ce problème-là donc 4 formulations en PLNE différentes et qui se différencient les unes des autres
par la discrétisation, par exemple, du temps, quelle forme de la fonction de temps de trajet on utilise. Est-ce qu'on utilise une linéaire par palier ou est-ce qu'on utilise une constante par palier, mais avec des petites astuces pour assurer que les solutions qu'on propose sont des solutions qui respectent la propriété FIFO. Le type de formulation, donc est-ce que c'est une formulation en flow, en plan séquent, ou est-ce qu'on autorise des temps d'attente ou pas. Voilà. Alors, tu as Ensuite, dépassé tu es en train de dépasser ton temps, donc si tu peux j'ai 14 aller minutes. vite à la conclusion. Donc, voilà. Et on propose ensuite une heuristique en deux phases pour résoudre le problème. Donc, une première phase où on définit l'ensemble des clients et une deuxième pour définir la séquence et la date de visite. Voilà. Bon, pour la conclusion, voilà, c'était juste pour remettre en contexte ce que j'avais dit. Donc, je peux m'arrêter là, je pense. Pour 15 minutes, vous Bon, avez déjà. tu peux prendre 30 secondes pour conclure quand même. Très bien. Donc, voilà, on s'était posé la question, est-ce qu'il existe d'autres façons de prendre en fonction l'incertitude de la demande et donc des temps de trajet? On propose, pour ce qui concerne la demande, donc une approche a posteriori de réoptimisation avec des métriques de stabilisation, de stabilité. On les adapte pour l'IRP et puis on fait une étude comparative entre elles. En ce qui concerne les incertitudes liées au temps de trajet, une méthode a priori en time dependent. On propose 4 formulations PLNE et on propose un nouveau benchmark et une heuristique qu'on juge efficace en tout cas pour résoudre le problème. Voilà, merci beaucoup et je suis prêt pour les questions. Voilà.